On dit bonjour, on dit pas bonjour. On dit bonjour. Bon bah bonjour. Bonjour à tous. Ici Bookie et Phil. Non, c'était pas ça? Si, c'est Bookie et Film. Et Film, ouais. Les amateurs. De loin des amateurs. Je pense que ça se voit. Ouais. Et on va parler du coup d'un film un peu passé sous les radars, pas très très connu, potentiellement, un film de 2006 qui s'appelle Origine. Ouais. Enfin, Origine, donc dans la traduction française. Et si on veut, pour en japonais, parce que c'est un film japonais à la base, c'est Shinhiro no Kami no Agito. Mais t'as bien révisé. Ah bah ouais. Ouais. Et alors ce film, il a été, si je me souviens bien, il a pas été primé, il a été nominé à Annecy, donc en 2006 aussi. Ou Festival d'Annecy, ouais. Festival d'Annecy. Et il est passé, comme on l'a dit, il est passé sous les radars puisque je ne le connaissais pas avant que notre ami me dise de le regarder. Donc ce que j'ai fait il y a quelques jours, là où Film est lui un très grand amateur de ce film-là, qu'il a vu plusieurs fois, donc il le connaît bien mieux que moi. Ouais. Bah moi en fait je le connais depuis déjà plus de 10 ans en fait, étant donné que j'ai dû le voir pour la première fois pratiquement en 2006-2007 peut-être. Ça c'était mon ventre. Et et en fait ouais, c'est un film d'animation japonais qui est très intéressant. En fait c'est du post-apo. Ouais. C'est un peu dans l'idée très générale, ça rappelle quand même beaucoup Nojika de la Vallée du Vent. Avec cette idée, il y a une forêt qui est en fait un écosystème, mais qui est quasiment un individu unique qui a recouvert la Terre. Bon, il n'y a pas d'insectes géants dans celui-ci, mais puis l'histoire est différente, mais c'est un peu le même type de post-apo. C'est dans ce genre de... Ouais, donc ça reste bien dans la tranche du post-apo général, où en fait c'est quand même l'homme qui a conduit sa perte, les agissements de l'homme qui l'a mené à sa perte, mais... Je trouve, ouais, si on rentre... alors peut-être quelques remarques préalables sur le film que j'ai beaucoup aimé, de manière très générale. J'ai trouvé qu'il allait vite, par contre. Je sais pas si t'as ce sentiment-là aussi. Non, moi non, justement. Je trouve que c'est un film, je sais pas si c'est une adaptation de manga, parce que j'ai pas regardé, mais il speed un peu, quoi. Il introduit pas mal de choses et pas mal de personnages pour une durée qui est finalement pas si longue que ça. Alors en fait, ouais. Et il speed pas mal, c'est ce que j'ai trouvé. Par contre, là, j'ai énormément aimé la vibe du film. Ça m'a rappelé, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, Steam Boy, qui est un autre manga, qui est un autre animé long métrage. Ouais, long métrage. Sorti en 2004, je crois, pas très longtemps. Là, c'était une coproduction française, Steam Boy. Mais... Ouais. Et en particulier sur le regard sur la science, en fait. Ça amène un débat dans les deux cas sur la science, sur le fait de jouer aux apprentis sorciers, de développer des armes aussi là-dessus. Donc ça m'a rappelé un peu ce film-là. Et voilà. Je sais pas. Non, je suis d'accord sur ton analyse, enfin sur la comparaison avec Steam Boy, mais par contre pour le fait de la vitesse, je dirais surtout qu'il est en deux vitesses. C'est-à-dire des fois où il va très vite, notamment l'introduction, la toute première introduction. T'as toute une phase très musicale en fait, qui en fait accélère le rythme, et tu peux avoir en fait des condensés, en fait des choses vraiment très symboliques condensées dans plein de trucs. Et mais sinon sur l'aspect général, je trouve qu'il va pas forcément très vite et que d'un point de vue narratif déjà, il bute un peu. Moi niveau c'est plus si j'avais des problèmes avec le film, c'est pas du tout au niveau de l'image et du son et de la musique, parce que c'est au top, ça. C'est vraiment... Tu l'avais vu en version française ? Je l'ai vu en version française et en version aussi japonaise. Ok. Et en version, en fait... en version japonaise, c'est tout aussi chiant, les dialogues. Parce que, la principale critique que j'ai vue, parce que j'ai regardé un peu certaines critiques sur Internet, et il y en a qui disaient que, en fait... le héros passait son temps en fait à appeler l'héroïne, et en fait c'est à peu près 80% du dialogue du héros. Je pense que
si je dois émettre, mais alors c'est peut-être parce que on n'est plus en 2006 et on fait plus des films et des histoires de la même manière qu'à l'époque. Je trouve quand même les personnages et leur évolution assez peu développés. Le héros n'évolue pas du tout. Enfin, il acquiert de nouveaux pouvoirs et c'est cool ou quoi. Et peut-être je reviendrai plus tard sur cette histoire d'humain amélioré qui est aussi... c'est là où je dis qu'il va vite, c'est qu'en fait... bien sûr, on va en parler maintenant finalement, mais les humains améliorés, il l'introduit. C'est un concept archi intéressant d'humain qui est en harmonie avec la forêt, qui peut utiliser le pouvoir de la forêt, mais qui ne doit pas en abuser, sous peine de fusionner avec la forêt. Et c'est... Alors, il y a des éléments disséminés dans le film pour en parler, mais c'est finalement assez peu développé. Et moi, ça m'a laissé avec des questions où on peut se demander... on a l'impression que c'est une évaluation, une épreuve pour devenir un humain amélioré. Comment l'antagoniste a pu le devenir, alors même qu'il apparaît à la fin du film qu'il a des ambitions un peu négatives dès le départ, avant même de voyager dans le temps, entre guillemets, avant même d'être congelé, il était déjà pas un type sympa, donc on peut se dire qu'au moment où il est devenu un humain amélioré, il l'était pas beaucoup plus. Et ouais, c'est typiquement le genre d'élément qui me laisse avec plus de questions que de réponses, ce qui est pas forcément inintéressant. Mais vraiment, le principal défaut, c'est que le héros n'évolue pas, l'héroïne évolue un peu. Mais c'est pas non plus de la grande... Elle change juste d'avis, quoi. Elle change d'avis 2 fois, quoi. C'est pas de la grande psychologie. Les antagonistes sont finalement ceux qui laissent le plus de sentiments d'évolution. L'un parce qu'il a fusionné avec la forêt. Et l'autre, c'est la sous-chef, parce que elle se retourne contre son ancien allié, mais là encore, c'est plutôt lui qui s'est retourné contre elle, donc elle paraît sympa à la fin parce qu'elle est dans le camp des gentils, mais est-ce qu'elle a vraiment changé On sait pas trop. Voilà. Mais ouais, sur cette idée de développement aussi, pareil. Alors je me souviens plus exactement qui est-ce qui a écrit ce scénario. En tout cas, je sais que c'est pas le réalisateur. Mais pour le coup, le réalisateur, il a pas beaucoup c'est son seul film, c'est son seul long métrage. En fait. D'accord. Ce qui bon, d'un point de vue de la direction, peut-être peut excuser certains trucs. Mais bon. Et ça le rend difficile à saisir aussi. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'autres références, en fait. On sait pas comment il fonctionne. S'il avait fait d'autres films, comment ils auraient été, etc. Ouais. Parce qu'il a juste fait quelques épisodes de série, et sinon, c'est plutôt un réalisateur de jeux vidéo. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses du jeu vidéo dans ce film-là, je trouve. Je sais pas, j'ai pas tant trouvé que ça, moi. Ok. Mais vas-y. Non, mais l'esthétique, surtout. Elle apparaît très... la façon dont les cheveux changent de couleur quand tu deviens un humain amélioré. Par exemple, ça, c'est un élément qui me fait penser un peu aux jeux vidéo, parce que c'est un truc qui caractérise tout de suite le... Ouais, je pense que ça, c'est plutôt typiquement japonais, en fait. Typiquement japonais, ok. C'est dans tous les mangas, quasiment, où il y a des évolutions, il y a une chance sur 2 que ton personnage il change de couleur de cheveux. Hein. Okay. Donc, que ce soit gris, ça devient... Donc non, pour moi, ça, c'est plus une caractéristique vraiment japonaise en fait, de l'histoire, du truc en règle générale, quoi. Ok. Ouais, sans doute. Mais il y a peut-être pas tant que ça du jeu vidéo. Il y a peut-être... Ouais. C'est peut-être après le jeu vidéo ou le jeu vidéo japonais, peut-être qui t'y fait penser. Je sais pas. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être plus ça. Et du coup, oui, donc on disait, c'est un réalisateur qui a pas fait, qui a fait que ce film-là. Ouais. Et ça peut excuser certaines erreurs. Et le scénario, il a été fait par qui, du coup? Alors, je me souviens plus. Mais on va pas vérifier en direct non plus. Enfin, bref. Mais ouais, du coup, c'est quand même une histoire assez simple au final. Ouais. Mais bien exécutée. Quand même relativement bien exécutée. C'est efficace. Et il y a des choses excellentes. Je pense même dans les petits éléments, t'as cette image à la fin du film où les druides, ils sont au bord de la forêt. Et où ils portent des espèces de gousses. Et quand ça s'ouvre, c'est des enfants qui en sortent. Un peu de la manière dont le héros sort René dans l'arbre.
Je me souviens pas, ça, c'est la fin du générique ou? Ouais, c'est à la fin du générique, ouais. J'ai regardé toutes les scènes, pas le générique, du coup. Et bah, tu vois, je crois que je ne l'avais pas vu. Et en fait, ça rentre en résonance avec tout le film, puisque tu comprends que la forêt cherche une certaine forme de symbiose avec les humains, et que tu peux imaginer que ce soit la forêt qui donne naissance aux humains dans le futur, en fait. T'as cet élément qui est incroyable où faut le saisir, mais que en fait le scientifique qui a construit l'appareil pour remettre la Terre à zéro, enfin pour recréer un écosystème à partir de rien, il l'a créé pour les passagers du vaisseau temporel, on peut dire. Et il est parti du principe qu'il n'y a aucun survivant sur Terre à part eux, ce qui fausse totalement du coup l'utilisation possible de sa machine, puisque finalement, en fait, la plupart des gens de ce vaisseau sont morts. On le voit au début. Ils sont tous des squelettes. Ça n'a pas très bien marché, quoi. Et finalement, les humains ont trouvé leur voie pour survivre, et en voulant recréer un écosystème et permettre aux survivants de pouvoir revivre comme avant, ça a failli tuer tous les humains qui restaient. Donc finalement, anéantir l'humanité. Donc c'est peut-être pas la seule poche d'humanité. Juste un Adam et une Ève, en fait. Parce qu'il y a il y a aussi ça, parce que en gros, il y a que deux personnages, un gars et une fille qui survivent en fait dans ce vaisseau temporel. Et du coup, ça refait un peu l'idée du jardin d'Éden. C'est peut-être une référence à ça. Je pense qu'il y a une référence à ça, mais qui est pas vraiment assumée, parce qu'ils en parlent pas. En fait, tu sais pas. C'est peut-être une autre reproche. Tu ne sais pas. Enfin, tu comprends qu'il veut réinitialiser la Terre, l'antagoniste entre guillemets, pour réparer ses erreurs, puisque c'est lui qui a créé la forêt. Enfin, ou en tout cas, il est en partie responsable de sa création. Mais c'est pas assumé comme une volonté de vouloir recréer l'humanité en repartant d'un Adam et d'une Ève. Là où je trouve que la symbolique est plus intéressante, c'est que la science en fait se trompe dans ce film-là. Le scientifique qui fait une erreur d'appréciation sur qui seront les survivants, il crée dans son système logique, comme il est dans son système logique, il se trompe très très lourdement en fait. Et il arrive, le scientifique est ni bon ni mauvais, mais en s'enfermant dans son système de pensée et ses hypothèses de base qui sont il n'y aura pas de survivants à part ceux du vaisseau, finalement il a manqué de créer une catastrophe, un génocide. Donc ça remet un peu en question la place de la science aussi. Oui, enfin vraiment peut-être donner l'idée d'avoir la critique un peu de la science, pas de potentiellement toujours remettre en cause les processus scientifiques. Mais ouais, moi je l'aime bien. En plus, c'est de la post-apocalyptique, entre guillemets, un peu plus joyeux presque, parce que on a vraiment en fait on voit vraiment les autres, les gens, les rescapés de la catastrophe vivre et survivre dans leur univers. Et ils aiment leur univers. Ce qui, en post-apo, est relativement rare, en fait. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Bon, après, il y a aussi la question de la mémoire, parce que, grosso modo, personne n'en s'en souvient. Je sais plus, je crois que c'est 300 ans après, normalement. Donc, bon, 300 ans après, il y a plus grand monde pour s'en souvenir, mais t'as quand même cette idée, en fait, que même après une catastrophe, on peut se reconstruire, on peut revivre, on peut réapprendre à vivre. Et ça peut être un monde meilleur que le monde d'avant. Bon, là, ça peut nous parler dans les circonstances actuelles, mais voilà, il y a cette idée de monde d'après qui est pas forcément qui peut être mieux et qui est plus agréable à vivre par. Mais ils veulent. C'est ce qui est fou, c'est que les habitants de ce monde, ils ont une forêt qui manque de les tuer, sauf quand ils sont des humains améliorés, mais sinon ils se font attaquer par la forêt en fait. Et ils aiment profondément cet univers. Enfin, ils trouvent, pour eux, c'est l'univers normal, et ils veulent pas un retour au passé. Le système du passé qui est plus sécurisant pour l'héroïne leur fait peur en fait.
ils en ont vraiment peur. Bon, parce qu'en plus, il est symbolisé un peu par la nation adverse, qui est la nation militarisée. Mais oui, il y a des choses. Les druides aussi, ça, j'ai pas très bien compris. Alors, parce que c'est un peu cryptique. Ouais, c'est un peu cryptique, mais de ce que j'ai compris, je crois que c'est les humains qui se perdent dans la forêt, qui sont en fait pris par la forêt et qui, en gros, c'est des êtres qui sont, c'est des humains plus ou moins contrôlés par la forêt. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas des êtres améliorés qui gardent leur libre arbitre, mais c'est des êtres, enfin des humains en symbiose avec la forêt, mais qui sont contrôlés par la forêt. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a l'être amélioré qui est plus du côté de l'humain, et le druide qui est plus côté de la forêt. Ok. Mais ouais, du coup, un des points, je pense, où il faut qu'on en parle, c'est la musique. Ouais. La musique, clairement. Ça a été composé par ça, et c'est par une artiste relativement connue du Japon. D'accord. Et ça a des boîtes. Oui, la musique est très bonne. Oui. Il y a une très bonne musique avec des vocales, enfin je sais plus comment dire en français, des lyriques. Des lyriques, ouais. Et en fait, ça donne vraiment une ambiance d'harmonie, souvent, parce que les lyriques, justement, vont avec l'harmonie des instruments, et parfois, justement, c'est une musique qui donne vraiment beaucoup de force à l'image. C'est vraiment une musique qui... moi j'aime bien l'idée de symbiose. Je pense notamment à la scène justement où il reçoit ses pouvoirs. Oui. Et où en fait t'as entre guillemets d'un point de vue visuel, t'as toute une redécomposition visuelle, c'est-à-dire que c'est même plus, le trait est plus le même en fait pendant cette séquence que le reste du temps, et on voit justement le personnage être dessiné d'une autre manière, ce qui symbolise un peu son évolution. Et en fait ouais, la musique qui est dedans, elle t'y amène, elle te guide. Enfin, la musique s'entend toute seule. Enfin, la musique raconte vraiment un truc à elle-même, mais là, elle raconte encore plus. En fait, c'est vraiment, pour moi, un des films qui prend le plus sur sa musique, quoi. Donc, c'est le plus intéressant d'avoir une musique. Ok. Je t'avoue que j'étais moins sensible. Enfin, j'ai pas spécialement... Ça m'a pas spécialement marqué. Je m'en souvenais pas trop de la musique avant que t'en parles, donc... mais ok. Ok. Après, on a chacun nos acquaintances. Après, moi, c'est vrai que, pour le coup, comme je l'ai vu souvent, oui. La musique... Oui. Puis ça mérite, je pense, d'être une musique qui vieillira pas trop mal. Parce qu'on a certains... moi, j'ai un souvenir de... On sort un peu des trucs, mais justement, on parlait de Nojika, de Miyazaki, qui est un peu dans la même vibe post-apo. Et là, pour le coup, la musique a mal vieilli. Parce que c'est des gros synthés et de la techno un peu, enfin, je trouve, typique des années 80. Qui, moi, me sort du film, tendance à me sortir du film sur certaines scènes parce que c'est trop en décalage. Ouais. Et c'est plus qu'on a l'habitude d'entendre dans des films. Moi, ce film, j'ai quand même des questions. Cet univers mériterait d'être exploré dans d'autres œuvres, en fait, parce qu'il y a des questions sur l'univers, de la façon dont il est fait. L'histoire de la ville, leur fameuse cité neutre, on la connaît pas, c'est a priori une civilisation relativement récente, on sait que c'est le père du héros qui l'a créé. Alors il l'a créé en fait avec le père de son ami, ouais. Et le père d'une vieille dame par contre. Ah oui. Et c'est là où ça fait un peu bizarre. Moi j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que... Et on a en tout cas c'est... Ouais. La scène où dans la résurrection du héros dont j'ai oublié le nom, mais... Agito. De la résurrection d'Agito, on le voit en tant qu'enfant avec son père, et son père n'est pas encore un être amélioré à ce moment-là, puisqu'il n'a pas les cheveux et la barbe blanche, qu'il est encore un humain normal. Ça pose tout un tas de questions de comment vivent les humains dans ce monde-là. Normalement, ces cités sont probablement pas les seules où il y a des gens. Ils ont l'air d'être pas mal à être nomades en quelque sorte, à voyager dans la forêt aussi. Puisque Agito dit que ce qu'il veut faire plus tard, c'est retrouver d'autres cités enfouies et faire revivre des villes comme l'a fait son père. Donc ça doit être une pratique commune. On peut penser que
l'humanité a quand même pris une baffe quand la forêt est arrivée, et qui sont dans une phase d'expansion, en fait, où ils ont trouvé un nouvel équilibre, et où il y a un accroissement naturel de gens, en fait, et qui créent des nouvelles villes, qui recommencent à essaimer au travers du monde, et qu'il y a peut-être une civilisation un peu plus nomade en train d'émerger. C'est ce qu'on comprend dans ce qu'ils disent, même si au moment où l'action du film commence, leur société est un peu en crise, puisqu'ils sont en conflit avec la forêt, à cause de l'antagoniste. Et à cause de l'eau, surtout, là-bas. Oui, mais la forêt les empêche d'avoir de l'eau, parce que l'antagoniste, elle sait que l'antagoniste complote contre la forêt, en fait. Ouais, enfin, c'est le premier truc, c'est il libère l'eau, ouais, parce qu'en fait, c'est la forêt contrôle l'accès à l'eau, qui évidemment est une ressource indispensable, quoi. Et en fait, ils sentent venir justement l'héroïne. Oui. Et c'est en la sentant venir qu'ils disent, en fait, on va vous priver d'eau parce qu'on on va avoir besoin d'eau parce que la forêt va brûler. Oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas comment analyser ça plus en détail, mais voilà, en tout cas, on a quand même, dès le début, on voit des enfants qui jouent, quoi. C'est-à-dire les premiers personnages qu'on voit, la présentation des personnages, c'est des personnages qui font la course. Oui. Et qui vraiment, mais c'est des inconscients, quoi. Oui. On voit des gosses sauter dans les nuages, courir dans des bâtiments en ruine. Littéralement, c'est des malades mentales. Nous, on voit ça, on se dit, c'est bizarre. Et en fait, c'est des enfants juste qui jouent. Je pense que c'est pour ça que vraiment, quand le film commence, ils sont dans une crise de l'eau, mais qui est vraiment temporaire. Et le reste du temps, ils vivent pas trop mal leur vie, en fait. Donc, c'est un post-apo. On n'est vraiment pas 3 ans après la catastrophe, quoi. C'est là aussi où on disait qu'ils aiment leur monde, c'est que il y a un nouvel équilibre qui a émergé là-dessus, ce qui est intéressant, parce que je connais mal le genre post-apo, mais c'est souvent quand même juste après l'apocalypse, ou quelques années après. Ouais, globalement, c'est surtout ça qu'on voit, voire même la chute, généralement. Ouais. Bon, la chute, pas toujours, mais quand même, le post-apo, c'est 10, 20 ans. Parfois, on a quand même pas mal... si on regarde par exemple la série des Fallout dans les jeux vidéo, ça c'est le temps jusqu'à plus loin encore, mais tout dépend après de l'ampleur de la catastrophe. Et là, bon, effectivement, c'est quand même une catastrophe mondiale, mais une catastrophe, en fait, c'est les humains, mais qui ont, entre guillemets, perdu leur ascendance technologique, en fait. Parce que la technologie qu'ils ont développée ont fini par faire muter la forêt et ça leur est retombé dessus, littéralement. Oui, littéralement. Oui, puisque ce qui est impressionnant quand en tout cas moi j'ai vu le film pour la première fois, c'est que le centre d'expérimentation est sur la Lune, ce qu'on voit dans le générique, dans la session introductive, et donc la forêt fait un espèce de bond de l'espace de la Lune, qu'elle explose carrément, jusqu'à la Terre, en fait. C'est... ce qui paraît assez gratuit. Enfin, tu te dis pourquoi ça se justifie, parce que s'ils faisaient des expériences aussi dangereuses, ça paraît un peu dangereux de le faire sur Terre, vu que déjà sur la Lune ça a mal tourné. Mais oui, t'as une espèce de serre tropicale sur la Lune, séquence introductive. Mais ça peut retourner justement dans ce que tu dis, l'idée d'équilibre. En fait, il n'est pas atteint sur la Lune, étant donné qu'il n'y a que la forêt. Et peut-être la forêt, c'est l'effet de la Lune pour justement pouvoir atteindre la Terre et retrouver cet équilibre dont elle a besoin, et peut-être même dont la Terre a besoin, en fait. Oui. Cette Lune explosée donne d'ailleurs une esthétique au film. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs relativement souvent. On voit souvent, ouais. Qui est bien exploité comme élément. Parce que t'as à l'arrière d'un plan, t'as la Lune explosée qui te rappelle que ce monde est différent du tien et que les gens n'y pensent pas de la même manière, etc. Même que c'est un monde un petit peu brisé, littéralement, en fait. Oui. Alors, une des questions qui me reste aussi, c'est... donc, la forêt est partout et est très puissante, mais sur les territoires qui sont traversés dans la séquence où on est dans la nation militaire, c'est des territoires désertiques, en fait, où la forêt n'a pas prise a priori. Est-ce que ce serait pas, entre guillemets, soit
justement pour la question d'harmonie, comme tu disais, enfin d'équilibre peut-être, Oui. dans le sens où la forêt, c'est vraiment le foisonnement de la vie. Et en fait, t'aurais du coup la terre pour équilibrer, en fait, à créer des déserts. Soit il y a ça, soit il y a la question peut-être de la forêt qui s'accapare vraiment l'eau, Oui. en règle générale, et qui du coup est le seul endroit où il y a vraiment un peu d'eau. D'accord. Et ça rentrerait aussi en fait avec le fait qu'après les humains sont dépendants de la forêt, dans ce sens-là. Parce que oui, ça semble pas possible que ce soit un terrain conquis par la nation militaire sur la forêt. La forêt apparaît tellement puissante dans les rares confrontations où elle la voit avec les humains que ça paraît impossible que la nation militaire ait conquis cet espace sur la forêt. Ils ont dû s'installer dans un endroit qui était déjà désert, en fait. Après, on n'a quand même pas beaucoup de confrontations directes entre la forêt et la nation militaire. Oui, c'est vrai. Et en fait, à chaque fois, il y a un être amélioré qui est là, en fait. Oui. Dans les quelques rares fois. Mais quand tu vois le déchaînement dont est capable la nation militaire contre la montagne, tu te dis, la forêt en face, est-ce qu'elle ferait vraiment, elle tiendrait vraiment? On n'est pas sûr. Oui, on n'est pas sûr. Mais par exemple, pour cette question de l'eau, justement, on voit aussi la pluie tomber à la fin, et elle tombe aussi sur la nation du désert. Oui, c'est vrai. On peut penser aussi que ça fasse partie. Si la nation du désert habite dans un désert, c'est peut-être qu'ils en ont chassé la forêt, et ça devient un désert vraiment aride parce que la forêt les prive de pluie. Dans cette sorte de guerre larvée entre les deux, en fait. Ouais, et justement, à la fin, étant donné que les deux se sont joints pour un objectif commun, la forêt peut être, entre guillemets, bienfaisante et leur accorder une pluie, quoi. Oui. Sinon, il y a un élément qui est intéressant à relever, mais c'est pas forcément le plus symbolique. À la fin, quand l'héroïne rejoint définitivement la nation neutre, elle jette l'espèce de téléphone portable qu'ils ont, qui a un collier là qui. Ouais, c'est tout simplement son renoncement à sa vie d'avant, quoi. Son renoncement à sa vie d'avant, à la technologie pour adopter quelque chose de plus simple. Mais après, de son côté, il y a quand même quelque chose entre guillemets plus fort parce que c'est aussi en fait la montagne, enfin le projet Histok, le projet de réinitialisation, c'est quand même le projet de son père. Oui. Donc c'est aussi un rejet entre guillemets de je veux pas devenir comme mon père entre guillemets, je veux pas reproduire les erreurs de mon père, je veux tracer ma propre voie, quoi. D'ailleurs, quand elle désactive le projet Histok, c'est parce que ses larmes sont tombées sur le panneau de commande et que le projet reconnaît les larmes. Bon, ça laisse à penser que le projet reconnaît les larmes de la fille et que du coup t'as un peu cette image de quand l'hologramme du père disparaît à la fin, on a l'impression, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on sait pas vraiment, en fait. Ça se trouve, c'est juste programmé comme ça, mais on a l'impression qu'il la regarde un peu avant de disparaître. Mais ça pourrait aussi bien être un truc impersonnel, c'est une séquence enregistrée, donc on ne sait pas, en fait. C'est quand même un dernier regard, ouais. Enfin, c'est au moins, pour la fille, c'est un dernier regard vers son père, quoi. Ouais. Ça a été quand même une expérience qui lui a permis plus ou moins de lui dire adieu. Parce que, enfin, on suppose que elle l'a perdu en rejoignant le vaisseau. Voilà. Après, un élément qui est rigolo sur cette histoire de montagne aussi, c'est qu'alors la montagne utilise la puissance du volcan pour produire son énergie. Mais alors, du moment où la montagne s'est levée et s'est déplacée, j'ai envie de dire d'où vient la lave. Enfin, la chambre magmatique n'a pas suivi. Peut-être que justement, ça a été aménagé pour. Ça a été peut-être aménagé pour, mais l'apocalypse continue alors que normalement le magma est censé être bien plus profond. Mais bon, j'y ai pensé après, bien après avoir vu le film. Sur le moment, ça paraissait logique. Donc, ouais, et après moi, il y a un deuxième truc auquel je pense, c'est là je viens d'y penser, c'est le fait que il doit remettre à zéro tout l'écosystème. Ouais. Comment ça marche pour les personnes qui sont justement dans le vaisseau? Est-ce que les personnes qui sont dans le vaisseau sont immunisées? Ou est-ce qu'il faut être dans la montagne pour être immunisé? Je pense que d'après le plan, ils étaient censés venir tous dans la montagne, en fait. Ouais. Ou alors cibler le traitement là où il y a la forêt. Et ils auraient été dans le désert ailleurs.
Mais ils ont pas l'air d'être immunisés. Hein. Je pense que c'est assez clair que ce truc tue tout le monde. Toute la vie qui est à un endroit donné. Ce qui aurait impliqué qu'en fait, même s'il y avait des surveillants, peut-être que la machine les aurait éclaté. Oui. Ce vaisseau semble n'avoir pas du tout fonctionné comme prévu. Là aussi, la science n'a pas marché. On ne sait pas trop comment le mécanisme fonctionne, mais beaucoup de gens sont morts dedans. Une personne a été réveillée, l'héroïne elle est réveillée suite à l'action d'Agito. C'est lui qui la réveille en fait. Mais le précédent, l'antagoniste, a été réveillé apparemment sans raison. Donc on ne sait pas très bien comment ce vaisseau fonctionne, mais il a l'air de pas avoir très bien fonctionné en tout cas. En fait, ça a l'air il fallait genre rentrer les capsules et les capsules n'ont pas l'air de toutes rentrer en fait. Ah oui. Il y a quand on voit, visuellement, on voit bien que quasiment toutes les capsules sont sorties, sauf justement celle de Tula, donc l'héroïne. Et en fait, c'est pas... Ouais, ça a dû mal fonctionner, ou il y a eu une question de précipitation, ils n'ont pu en rentrer que 2 ou 3. Cela dit, d'autres gens ont dû sortir, puisque l'antagoniste, il a les colliers d'autres personnes accrochés à son bras. Ça aussi, c'est une question qui reste. Est-ce qu'il les a combattus et vaincus, ces autres gens? Est-ce qu'il a retrouvé des reliques? Certains se sont peut-être réveillés des centaines d'années avant et il aurait retrouvé leurs traces? Ils ont peut-être fondé la nation militaire, mais sans pouvoir faire autre chose, puisqu'ils ne pouvaient pas exploiter la technologie suffisamment. Il y a dû y avoir des progrès. On ne sait pas aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Il a bien plusieurs colliers autour du bras. C'est pas que le sien qui est brisé, il en a d'autres aussi. Ouais. Mais après, ça pourrait aussi être un collectionneur ou... Je sais pas, avant, ça aurait pu être... Moi, c'est vrai que c'est plus comme ça que j'avais vu, plutôt que l'idée des trophées de personnes qui auraient soit tué, soit retrouvées. Oui. Après, là encore, ça pourrait être des reliques si le vaisseau fonctionne mal, des gens auraient pu se réveiller au bout de 100 ans ou 200 ans, et lui, il l'aurait retrouvé... Ouais, ou même il les récupère sur les gens, les cadavres, en fait, aussi. Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être réveillé tout là. Ouais. Donc, ça paraît bizarre. Non, mais c'est un univers, et c'est là que c'est très cool, c'est un univers que tu sens plus grand que le film. Et sans pour autant qu'il bouffe le film. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le film vit dans cet univers. Tu vois que le film, il n'a pas pour but de l'exposer, en fait. Voilà. Il te place là, et t'as plein de questions qui se posent. Et il te fait vivre cette aventure, et bon, tu kiffes cette aventure ou tu kiffes pas cette aventure, quoi, mais n'empêche que voilà, tu la vis. Ouais. Après, moi aussi, j'avais aussi, d'un point de vue analyse, j'avais aussi le coup du... En fait, c'est un antagoniste assez intéressant, parce qu'il est rarement en position de combat, en fait. Oui. C'est-à-dire que... Au début, il défend tout là de la forêt, justement. C'est comme ça qu'il apparaît la première fois. C'est-à-dire comme un défenseur, déjà. Et pourtant, qui se cache pas d'être, entre guillemets, le méchant. C'est-à-dire que il est clairement pas dans le même camp. Il a clairement d'autres objectifs. Ouais. Après, il change quand même de version. Enfin, tu le sens manipulateur aussi. Oui. Là où le film... Peut-être une critique qu'on pourrait faire, c'est que le spectateur a du mal à prendre sa manipulation au sérieux. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était compliqué. Peut-être parce qu'il montre les mensonges un peu trop clairement. Quand il sort, quand Agito est prisonnier, il sort de la pièce et que il fait croire à Tula qu'il vivra, puis il dit de le tuer. C'est quelque chose qui fait voir au spectateur que c'est un type manipulateur de base, et du coup, ça affaiblit peut-être la trahison finale, entre guillemets. Peut-être qu'ils auraient eu intérêt à moins le montrer, à plus le faire deviner. Par exemple, on pourrait penser qu'il dit pas de tuer Agito, mais un soldat vient tuer Agito, ce qui laisse un peu plus le flou, et ce qui, je trouve, change pas grand-chose à la fin au niveau narratif, pas une grosse différence. Et là, l'antagoniste, c'est quand même difficile. On sent que c'est un antagoniste plus manipulateur que combattant, même si c'est un très bon combattant.
Mais moi, j'ai eu du mal à le prendre au sérieux. Ouais. Avoir un grand manipulateur, un homme très charismatique. Ouais. Mais ce que je voulais venir avec l'idée de l'antagoniste pas forcément combattant directement, enfin pas agressif entre guillemets, c'est qu'en fait on a aussi souvent dans les mangas ou dans les trucs un héros qui lui l'est. Et en fait il l'est au début, c'est-à-dire quand il essaie justement quand il essaie d'empêcher tout là de partir, là il essaye d'attaquer les autres, mais après il devient un être amélioré et il ne cherche plus le combat. Non. Il est plus jamais dans le combat, il essaye juste d'aller récupérer tout là. Et entre guillemets, les seules fois où il combat, enfin les seules fois où on le voit vraiment se battre pour se battre, c'est quand il a plus d'autre choix ou quand la forêt lui demande directement. C'est-à-dire la séquence pour justement qu'il suit sa transformation pour montrer ses nouveaux pouvoirs, quoi. Oui. Une séquence où il massacre un bataillon un gros vaisseau de gens qui, je sais plus exactement ce qu'ils faisaient, ils pompent de l'eau dans la forêt. Oui, c'est ça. Cette guerre de l'eau toujours. On sent qu'on est. Si on parle de vision un peu écologiste que peut avoir le film, on sent qu'on est dans les années 2000 où la question de l'eau était. Malheureusement, c'est un peu en retrait aujourd'hui, surtout en France, mais c'était à l'époque quelque chose qui était très présent dans les débats, qui a été un peu éclipsé par le climat, une vision un peu plus large sur le climat. Et la question de la gestion de l'eau, on a appris à l'école le cycle de l'eau, etc. C'était quelque chose qui parlait beaucoup, et le film retranscrit ça dans cette guerre de l'eau qui est un peu la toile de fond. La toile de fond, l'élément d'achoppement quoi du film. Ouais. Je pense qu'on aurait été aujourd'hui, un film comme ça aurait tourné peut-être, hein, je n'ai pas le réalisateur, mais par exemple, on aurait pu penser que les activités humaines auraient créé une pollution que seule la forêt peut absorber, une pollution potentiellement empoisonnée, et que la nation militaire, au lieu d'aller pomper de l'eau, aurait tendu un pipeline pour balancer leur pollution sur la forêt, par exemple. Ouais. C'est quelque chose que moi, si le film était de 2021, quelque chose que j'imagine plus que l'eau, puisque c'est plus dans les enjeux écologistes. Après, la question de l'eau, c'est quelque chose qui est toujours plus facile à traiter et qui parle à tout le monde, donc ça aurait probablement été ça aussi. Ouais, je pense que le côté post-apo se prête bien à la question de l'eau aussi. Oui, mais il y a beaucoup de films post-apo qui abordent la question de l'eau. Bah, quasiment tous. Cette vision du désert. Il y a ça dans Mad Max, non ? Ouais. Bon, globalement, on a pas mal parlé quand même. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour un premier galop d'essai. C'est pas si mal. Ouais. Bon, voilà. Merci d'avoir écouté. Ouais, si vous êtes arrivé jusque-là à écouter deux guignolos discuter. C'est ça. Pendant 40 minutes. Bien joué à vous. Et à une prochaine fois. Ouais. Salut. Il y a un clap de fin. Genre... C'est le carré qu'il faut faire. Ouais.